Salut Maxime, Salut Simon, comment tu vas? ça va très bien, merci. Je suis très content de te recevoir dans le Shop des Titans. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un interview d'entrepreneur. On se connaît depuis un petit moment maintenant et il était temps en fait que tu passes dans notre podcast. Avant que tu te présentes, je vais faire une petite intro des sujets qu'on va voir ensemble. On va parler de e-commerce B2B sur Shopify mais sans l'interface B2B. Vous verrez, c'est spécifique. De stratégie SEO d'acquisition sur un marché niche en B2B, puisque tu vas nous expliquer ce que tu fais au travers d'Enercool, mais c'est assez spécifique. Votre passage évidemment dans Qui veut être mon associé, on va en parler longuement. Désolé d'avance parce qu'on doit te demander tout le temps, te poser des questions dessus, mais moi on m'en pose aussi assez souvent pour tout te dire, donc va falloir que tu te prêtes au jeu aussi. Et on va aussi parler en fin de podcast un peu d'entrepreneuriat au global, de comment tu t'es lancé, comment est venue l'idée d'Enercool, etc. Sans plus attendre, on va démarrer et je vais te demander de te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Ouais, je m'appelle Maxime Claval, donc j'ai 37 ans, je suis messin d'origine, donc en Lorraine, tout là-bas, dans l'est de la France. Ça fait 15 ans que je suis à Nantes maintenant, fondateur d'Enercool, depuis maintenant 5 ans. J'ai une femme, 2 enfants, une maison. Parcours classique. Il manque un chien, et voilà, on sera bon. Et voilà, ouais, en très rapide. Ça marche. Et du coup, comme tu l'as dit, tu es cofondateur d'Enercool. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Enercool et quand est-ce que tu l'as créé aussi? Ouais, Enercool, on fait des peintures réflectives, donc des peintures blanches principalement qu'on applique en toiture. Ouais. Et qui font baisser la température des bâtiments et donc qui permettent à nos clients d'avoir des économies d'énergie ou un meilleur confort si le bâtiment n'est pas climatisé. Et la boîte, je l'ai montée en 2020, en plein Covid. Je pars de mon ancienne boîte en février 2020. Covid, confinement 2 semaines après. En plus, j'ai un deuxième enfant qui arrive en juillet 2020, donc c'était pas trop calculé, tu vois, mais j'avais l'idée en tête avant de dire ok, il faut le faire, il faut se lancer, donc go quoi, avec pas mal de problématiques dès le début, mais ouais, j'imagine. Au final ça l'a fait. Ouais. Avec moins de personnes disponibles pour lancer ta boîte quoi. On va en parler un peu plus en fin de podcast de tout ça parce que c'est hyper intéressant également. Très rapidement pour que les gens puissent comprendre un peu l'intérêt du produit, même si c'est pas forcément l'objet du podcast à proprement parler, mais est-ce que tu peux rapidement nous dire la peinture réflective blanche qui est votre produit aujourd'hui sert à faire des économies d'énergie dans les bâtiments, à refroidir les bâtiments. Est-ce que tu peux expliquer très rapidement avec des chiffres un peu clés quel est le retour sur investissement en termes d'économie d'énergie qu'on peut attendre en moyenne? Évidemment, ça va être différent, j'imagine, entre une maison et un énorme bâtiment, genre un hypermarché ou ce genre de choses. Et comment vous le mesurez aussi? Parce que ça, je pense que ça intéresse aussi pas mal de gens. En gros, on a un ROI moyen qui est de 3 ans. Donc, globalement, ton investissement, il est remboursé par les économies que tu fais sur 3 ans. C'est évidemment une moyenne. Si tu es dans le sud, si tu es dans le nord de la France, il y a plein de choses qui font que ça change. Et c'est globalement vrai pour tout type de client. C'est juste l'investissement qui n'est pas le même, quoi. Si tu as une toiture de 100 mètres carrés, tu vas investir un peu moins que si effectivement un hypermarché il va devoir investir plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire les travaux. Ouais. Donc, globalement, si tu es un pur financier, tu as un intérêt globalement parce que tu as un temps de retour sur investissement. Si tu as des sujets plus écologiques, tu as un intérêt aussi parce que tu fais des économies sur la clim. Et comment on le mesure? Alors, il y a différentes méthodes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les consommations de clim de nos clients, les consommations d'énergie, et de ces consommations d'énergie, on estime les consommations de clim. Et on fait des avant-après. Aujourd'hui, il y a plein d'outils en ligne qui permettent de récupérer les consos de tes clients et faire des analyses pour dire, ok, avant la mise en place de la peinture, tu consommais tant. Maintenant, tu consommes, globalement, les chiffres, c'est 40% d'économie sur la partie clim. Et donc ça, on le voit. Alors, il faut... une des difficultés, c'est d'objectiver la donnée. C'est-à-dire de dire, ok, si je compare le mois de juillet 2023 avec le mois de juillet 2024, la météo extérieure n'a pas été la même. Il y a certains paramètres qui font que... Donc, il y a des outils, pareils, qui permettent de dire, on va comparer les mêmes choses et on va avoir des résultats. Donc ça, nous, on le fait, on le propose aux clients. Et puis après, il y a des bureaux d'études qui prennent le sujet en main vraiment très spécifiquement avec des capteurs partout et qui font des choses bien plus poussées. Et donc là aussi, on a des résultats qui sont assez cool. Enfin, on a des bureaux d'études qui ont fait des calculs. Et c'est les mêmes chiffres, globalement. C'est temps de retour de 3 ans. C'est 7% d'économie sur la conso totale. On a fait ça pour Intermarché dans le sud de la France. 7% d'économie pour un Intermarché, c'est juste monstrueux. Enfin, ils font 25 000 euros d'économie par an
pour un chantier qui leur a coûté 60 000. Donc, tu as le temps de retour de 3 ans, il est là, quoi. Ouais, ok, hyper intéressant. On va démarrer par une première grosse partie de ce podcast. On va parler e-commerce. Ouais. C'est assez spécifique. On a eu la chance de travailler avec vous sur la refonte de votre site, de passer de un WordPress ou WooCommerce, je me souviens plus très bien, mais en tout cas WordPress. Strikingly. Strikingly, tu vois, je m'en souvenais même plus. Sur Shopify, donc c'était l'année dernière, juste avant votre passage à Qui va être mon associé, justement. Cependant, ce site, il a surtout vocation à être un facteur de lead en fait, rentrant avec du contact, donc c'est un peu spécifique. Donc parce que vous êtes majoritairement quand même B2B, même si vous faites du particulier aussi, notamment vous le mettez en avant aussi sur votre site de plus en plus par rapport à l'année dernière. En tout cas, j'ai pu y retourner le voir, donc c'est assez cool. Quelle est votre stratégie autour du site aujourd'hui ? Est-ce que c'est votre outil principal ou est-ce que c'est que 10% de vos leads ? Comment aujourd'hui vous en servez Non, c'est un outil principal, hein, c'est un classique sur le site web, c'est un peu un point final pour ton prospect qui va voir ton site. Et puis, nous, le but en B2B, c'est globalement qu'ils prennent rendez-vous avec nous pour échanger et qu'ensuite, on passe à des phases de devis et de signature derrière. Et pourquoi on a fait le choix de Shopify ? C'est que, tu l'as dit, on fait aussi du B2C. Alors, en chiffre d'affaires, ça représente 10% globalement de notre chiffre d'affaires, donc c'est pas beaucoup. Mais en fait, c'était une source, on va dire, d'emmerde assez importante avant, parce qu'en fait, on avait une commande, il fallait la traiter à la main, il y avait tout un truc assez pénible. Et Shopify permet globalement de te connecter à ton logisticien, et une fois qu'il y a une commande, ça part et c'est facile. Tu avais aussi un sujet de rapidité et de fluidité globalement sur le site. Donc en SEO, ça compte aussi, vraiment de remonter aussi. Donc avoir un site qui est rapide, qui est performant, c'est important aussi. Donc en fait, ça concentrait un peu tout ça, vraiment de se dire, ok, on gère le B2C le plus rapidement et le plus efficacement possible grâce à ça. Et en plus de ça, on a des pages B2B qui sont très propres et qui permettent de faire ce qu'on a envie, c'est-à-dire avoir du lead et prendre des rendez-vous. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit assez souvent, mais Shopify permet aussi de créer des sites en dehors de la partie e-commerce qui sont très performants. Et en plus, ça permet de répondre, en effet, même si c'est que 10%, au moins c'est 10% que vous n'avez pas géré et qui se fait en automatique. Donc c'est assez intéressant comme cas, justement. Et tu t'en parlais tout à l'heure aussi... sur la partie B2B, sur la partie B2C, il y a une espèce de configurateur qu'on avait pu faire ensemble qui permet justement à un particulier de pouvoir calculer à peu près sa surface et de savoir combien de pots de peinture il a besoin de prendre. Donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir mettre ce type d'outil sur le site. Complètement. Entre l'année dernière et aujourd'hui, même si c'est que 10%, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus que ce qu'on avait pu voir en début d'année dernière. Oui. Est-ce que je me trompe ou pas ? Oui. Si, du coup, ça a l'air d'être le cas. Est-ce que vous avez une stratégie particulière sur le B2C ou c'est vraiment ça vient tout seul, les gens entendent parler de vous Non, on est quand même prioritairement B2B parce que les volumes sont sur le B2B globalement. Mais en fait, des fois, tu as une stratégie B2B mais qui en fait amène du B2C et parfois vice-versa. C'est-à-dire que on va parler de Qui va être mon associé après, mais en fait, c'est très B2C, donc ça amène du B2C, mais ça amène aussi du B2B. Quand on a des journaux, des médias qui nous appellent pour passer à la télé et ainsi de suite, évidemment, on dit oui, ça amène du B2C. Enfin, en fait, c'est souvent imbriqué. Il ne faut pas oublier aussi que dans le B2C, finalement, il y a aussi des professionnels. Donc, en fait, les gens qui te regardent, ils sont aussi dans l'immobilier et donc ça peut les intéresser. Donc, en fait, c'est assez imbriqué et on a des volumes effectivement en B2C qui augmentent. Mais on a aussi le B2B qui augmente aussi. Donc c'est un peu la guerre entre les deux. Complètement. Aujourd'hui, le site, on l'a dit, il vous sert d'outil pour aller prendre des rendez-vous. Vous avez configuré par exemple un Calendly dessus. Quel est votre parcours client, on va dire, chez vous ? C'est-à-dire que on arrive sur le site, on se renseigne, il y a pas mal de vidéos aussi, etc. sur le site. Quel est le parcours à peu près d'un client après ? En gros, c'est pour expliquer quelle est un peu votre stratégie en termes d'acquisition client. Est-ce que très vite, ça signe après avoir pris le rendez-vous ou est-ce que vous avez tout un processus ? J'imagine qu'il y a des vérifications aussi à faire. Est-ce que c'est applicable spécifiquement sur votre bâtiment ou pas ? Comment ça se passe ? En fait, le parcours, le site web en tant que tel, c'est des choses assez classiques, entre guillemets, effectivement, avec du contenu vidéo, avec des verbatim clients, avec des chiffres un peu clés sur les économies, vraiment pour rassurer les clients, de dire ok, je vais pas chez n'importe quel fournisseur. On a aujourd'hui des très belles références pro, et donc ça rassure globalement de se dire ok, il y a du McDo, il y a du Leclerc, il y a de la Poste, de l'EDF. Bon là, c'est tout de suite tu dis ok, les mecs bossent avec des gens sérieux, donc ça marche bien. Et effectivement, on a mis aussi pas mal, et on va le mettre encore plus en avant dans le futur, un côté humain et un truc un peu bête, enfin je sais pas si c'est bête, mais en tout cas
d'être rassuré, de dire ah ouais, il y a des vrais gens derrière ce site, et donc de mettre nos têtes et d'avoir de l'humain aussi, c'est important. Ouais, et on nous fait le retour assez souvent de dire ok, vous êtes là et on sait à qui on parle, quoi. Enfin, il y a un truc un peu sérieux là-dessus. Et donc le parcours client, il est fait comme ça. Et après sur les signatures, alors ça, on a un business qui est assez saisonnier. Globalement, tu vois, là, on est en février-mars. Ça commence. Voilà, ça redémarre. Tu vois, il y a le truc, l'hiver, c'est vraiment du commerce un peu de fond pour réchauffer soit les anciens, soit retrouver des nouveaux leads. Et puis tu as un truc comme ça. Donc, quelqu'un qui va venir, on a fait des signatures en 3 jours. Quelqu'un qui arrive, bonjour, boum, je voudrais un devis, et c'est signé, c'est très rapide. Et parfois, ça met 2 ans, quoi. Et c'est généralement les personnes qui signent assez rapidement, c'est les personnes qui, des fois, vous ont vu depuis longtemps, ou c'est vraiment... Ça arrive, ouais. Franchement, il y a de tout. Il y a de tout, mais ouais. J'ai en tête un client, EDF, qui est en plus un très beau client, avec qui on signe en 3 jours, parce que c'était en plein été, pleine canicule. Et le mec avait des gros problèmes de clim sur son bâtiment, un beau gros bâtiment en plus. Hein. Le mec dit faites-moi un devis, je le signe, on n'a pas de temps à perdre, quoi. Donc, ouais, trop bien. Il y a un sujet d'urgence aussi parfois. Ouais. Et il y a une autre entreprise que tu dois bien connaître qui est sur Nantes, qui s'appelle BIM Energy, qui fait des panneaux solaires. Ouais. Eux, je sais qu'ils avaient une stratégie où ils mettaient très en avant leur numéro de téléphone sur le site. Il me semble que c'est pas le cas sur le site, en tout cas, enfin sur c'est pas le cas sur le vôtre, en tout cas pas aussi clair. Est-ce que c'est une volonté de faire tout passer par Calendly et peut-être une visio qui est déclenchée automatiquement, ou est-ce que justement vous pensez peut-être que mettre à disposition vos numéros de téléphone, il faudrait regarder un peu les stratégies là-dessus. On n'est pas fermé à ces choses-là. Moi, je sais que personnellement, je crois que dans l'équipe c'est un peu pareil, on aime bien avoir des rendez-vous qui sont un peu calés, parce qu'avoir le téléphone qui sonne, de répondre, dire attends, là je vous présente. Moi, j'aime bien me dire, ok, bon, demain j'ai 3 rendez-vous, c'est à telle heure, tu prépares ton rendez-vous, ainsi de suite. Bim, vu que c'est très B2C, il y a peut-être un sujet un peu de. Oui, t'as raison. Là, moi, j'aime bien au moins préparer mon rendez-vous, dire, ok, c'est eux qui nous appellent. On va essayer de préparer un peu le terrain pour savoir de quoi on parle. Puis B2C, il faut peut-être aller un peu plus vite justement sur ta réponse, donc donner accès au téléphone, c'est peut-être aussi en effet un peu plus intéressant. Au niveau du site, sur la partie, on va dire, je pense SEO, parce que c'est ça qui est intéressant sur le site aussi, c'est que ça vous permet peut-être d'augmenter la partie SEO, c'est ce que tu avais l'air de suggérer tout à l'heure. J'ai vu que vous avez des pages pour les applicateurs locaux, donc Toulouse, Montpellier, etc. Est-ce que vous avez commencé à mesurer le retour sur investissement de justement des efforts un peu SEO que vous faites au niveau local, en fait? C'est ça qui m'intéresse, savoir si vous dites, est-ce que vous avez fait Toulouse et Montpellier, pourquoi que ces 2 villes-là et pourquoi pas d'autres villes, tu vois? Parce que c'est le début. Alors on a fait appel à une agence que tu connais, je pense, qui s'appelle Cozy. Très bien. Donc ils nous ont conseillé de faire ça, et nous ça nous allait bien parce qu'en fait on a pourquoi Montpellier et Toulouse, c'est des villes dans le sud, il fait chaud, et on a des peintres avec qui on travaille très bien. Et donc en fait c'est une stratégie vraiment de dire on bosse ensemble, et donc on se met en avant et on avance ensemble. Moi j'ai pas connaissance des mesures, peut-être que Adeline, qui est mon associé sur la partie marketing, les connaît, mais là c'est encore un peu neuf, un peu trop récent pour savoir dire ok, en fait on a des leads qui viennent vraiment précisément d'ici. Grâce à ça, je ne saurais pas te l'affirmer. Et sur les mots-clés, alors c'est le hasard, mais on s'est croisés la semaine dernière. Et notamment, il y avait Adeline qui était là, et elle me disait qu'en effet, vous aviez des stratégies sur certains mots-clés spécifiques, notamment cool roofing. Ouais. Est-ce qu'il y a... comment vous travaillez justement cette approche sur certains mots-clés dont vous n'avez peut-être pas conscience au début, et qu'en fait, vos clients viennent chercher? Est-ce que... Aujourd'hui, vous avez des mots-clés sur lesquels vous êtes positionné plus récemment, alors que vous n'y avez pas pensé quand vous avez lancé la boîte il y a 3 ans, ou des besoins, tu vois, que vous n'avez pas spotés, et comment vous avez repéré ces besoins, tu vois? C'est toujours... moi, j'ai un profil d'ingénieur à l'origine, bâtiment, tu vois. Donc, après, j'ai bossé dans différentes startups où je connais ces sujets de SEO et ainsi de suite. Mais il y a toujours une espèce de flou. Tu vois, il y a toujours des choses, des fois, tu dis, tiens, comment ça fonctionne? Donc, tu as les outils qui te permettent de dire, ok, voilà les mots-clés qui sont recherchés le plus dans ton secteur, et ainsi de suite, les SEMrush et compagnie qui te permettent d'avoir tout ça. Donc, effectivement, en fait, tu as toute une liste de mots. Cool roofing, en fait, c'est le terme anglais. Parce que le cool roofing, ça vient à l'origine des États-Unis, et donc tu as ce terme qui est utilisé, le terme cool roof aussi. Il y a une de nos entreprises concurrentes qui s'appelle Cool Roof, qui a le nom de la solution globalement qui existe. Donc en fait, c'est réussir à se placer là-dessus. Et puis après, tu as des mots-clés plus larges, tu vois, peinture blanche toiture, enfin ce genre de choses où il faut réussir à se placer aussi. Mais difficile au final, tu vois, vraiment de savoir dans cette masse, tu vois, de dire ok, c'est ce terme-là qui est recherché, même au sein d'une niche, c'est
parfois difficile de trouver les bons, Ouais. les bons mots-clés, quoi. Donc le site, on l'a dit, vous en servez surtout pour le B2B, comme une plateforme de contact pour vos futurs clients. Évidemment, sur Shopify, il y a un gros aspect, en tout cas d'acquisition et de rétention client, qui s'appelle l'emailing, notamment au travers de Klaviyo. Est-ce que vous avez aussi une stratégie autour de l'emailing aujourd'hui sur le site ? Ouais. Klaviyo, clairement. Klaviyo aussi. On l'utilise aussi. Ok. C'est marrant parce que c'est arrivé avec Margot qu'on a embauché il y a 1 an maintenant, Ouais. qui faisait du marketing chez Vite Mon Marché. Ok. Très bien. Et qui arrivait avec une connaissance de Klaviyo assez importante. Elle a dit non, moi, Klaviyo, je le gère. Moi, je connaissais de nom et tout le monde disait c'est canon comme truc. Donc oui, en fait, de façon assez classique, les gens qui laissent leur email, qui téléchargent un livre blanc, ce genre de choses, ils sont réintégrés à Klaviyo. Et puis, on a connecté un peu tout ça avec notre CRM aussi B2B, on utilise Pipedrive. Et donc, quand on a des affaires qui sont perdues ou ce genre de choses, on a une ligne qui va vers Klaviyo pour donner un peu de nouvelles de temps en temps à ces gens-là aussi. Donc, il y a un truc vraiment très centralisé sur Klaviyo, effectivement, pour envoyer des emails, réchauffer les gens et ainsi de suite. Et tu aurais une mesure du retour sur investissement que vous avez sur l'emailing, une part peut-être de ce chiffre d'affaires qui est... Non, sincèrement, je ne pourrais pas te le dire parce qu'on est sur un business qui... En fait, on n'a pas beaucoup de clients, entre guillemets. Enfin, c'est du B2B et parfois du gros B2B. Donc, on a peut-être... En B2B, on a une centaine de clients. Donc, vraiment de dire, OK, ce mec-là, il a signé grâce aux emails qu'on lui a renvoyés. L'email, impossible à dire. Tu vois, est-ce que c'est un post LinkedIn? Est-ce que c'est un passage à la télé? Est-ce que c'est un podcast? Tout ça. Mais tu sais que dans le lot, il faut faire globalement tout ça pour que, à un moment donné, il y en a un qui se réveille, qui dit ah tiens, ouais, je vais faire appel à eux. Canon. On va passer sur la partie qui veut être mon associé, que tout le monde attend, je pense. Yes. Écoute, question très générale, sans rentrer dans beaucoup de détails, mais est-ce que tu peux raconter votre passage? Est-ce que vous étiez stressé avant de passer? Est-ce que vous aviez dû préparer vraiment des mois en avance? Est-ce que j'avais une question qui était un peu plus tard, mais je pense que tu peux inclure là-dedans, c'est est-ce que vous saviez qui vous alliez avoir en face de vous, tu vois? Ouais. Bon, j'ai plein d'autres choses à te poser comme question, mais... Il faudra peut-être que tu me répètes la question, mais t'inquiète. Est-ce que c'est stressant? Oui, je pense que c'est peut-être le moment le plus stressant de la vie d'Enercool globalement. C'est un moment que tu fais qu'une fois ou très peu de fois, donc en fait t'es sur un truc où tu sais que tu passes à la télé, que c'est une émission qui est très vue, avec un truc un peu timé, t'es face à des investisseurs, t'as les caméras, tu te rends pas compte quand tu le regardes à la télé, mais t'es sur scène, à ta gauche il y a 40 personnes, des gens qui bougent, des gens qui te filment, machin, t'as des caméras un peu partout qui te regardent, tu vois. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu intimiste, mais pas du tout en fait, quoi. Que dalle. Et puis il se passe des moments... alors, c'est toujours pareil, tu sais, quand tu passes sur scène, t'es stressé avant, et puis une fois que tu mets le pied dessus, ça y est, c'est parti, et tout va bien. Mais à un moment donné, j'ai un bug micro, donc t'as une nana qui débarque de nulle part, toi t'es en train de parler, puis en fait tout s'arrête, attends, t'as un problème de micro, et ça redémarre, donc t'es là, putain, à un moment donné, il y a une caméra qui défonce un éclairage, là, oh, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, donc tout ça, évidemment, ça passe pas à la télé. T'as plein de choses autour de toi qui te perturbent un peu, quoi. T'es là, putain. Donc oui, très très stressant. Évidemment, on le prépare à l'avance. Il y a vraiment un truc de... À la fois, M6 te demande de le préparer, d'avoir ton pitch précis, presque mot à mot. Tu vois. Est-ce qu'ils te font répéter avant ou ils te découvrent aussi en même temps? Ils te demandent de l'envoyer à l'écrit. Donc, ils te demandent d'envoyer le texte, ils te font des retours, de dire, peut-être qu'on pourrait le tourner comme ça, tourner comme ça. C'est presque le moment le plus chiant, dans le sens où, tu vois, c'est là où, je sais pas si tu te rappelles du moment, mais François oublie son texte à un moment donné, il dit, attends, j'ai un trou. Alors que le texte, il l'a répété des dizaines de fois, et puis il sait parler d'Enercool, évidemment. Mais vu que c'est du par cœur, tu vois, en fait, t'essayes de faire le plus par cœur possible. Ça s'entend quand même quand tu regardes Qui veut être mon associé, je trouve, justement la répétition par cœur. Il y a des fois des discours qui sont pas méga naturels, en effet. Bah ouais, et ça aurait été mieux si ça avait été faites votre pitch, et ça aurait été aussi simple, tu vois. Moi, je sais plus, je fais une espèce de blague sur quand il fait chaud, les vendeurs de shorts sont contents, je sais pas quoi. Franchement, c'est pas drôle, c'est ridicule. Tu vois, t'as un truc de dire, bon, ok. Je me rappelle pas de ça. C'était passé il y a un truc comme ça. C'était gardé. Bon, et d'ailleurs, il paraît que ça peut durer assez longtemps, mais qu'en fait, il y a que ça, 3, 4, 5, peut-être 10 minutes qui est gardé, mais sur 3 quarts d'heure de passage, même c'est plus le cas. que ça. Je crois qu'on passe. Nous, on a en tête comme ça, je dirais 1h30. Je sais pas réellement, mais je pense qu'on passe très longtemps. C'est super long. Et c'est un moment cool. En vrai, t'as des vraies questions sur ton business, tu vois, sur le fond, vraiment importantes. À la télé, ils le gardent pas parce que ça intéresse pas le grand public, tu vois, mais les échanges sont précis
Et ça va très vite, quoi. Les mecs te pilonnent de questions sans arrêt, quoi. Donc, c'est assez intense, ouais. Et sur l'émission, donc Kelly avait investi dans votre entreprise. Ouais. Et comment ça s'est passé à la suite de ça? Ouais, elle investit à la télé, Ouais. elle investit pas en vrai. Et donc ça, c'était notre stratégie depuis le début. Moi, j'ai monté la boîte en 2020 et en fait, assez rapidement, on est rentable. On se développe correctement avec nos propres moyens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est M6 qui nous contacte pour nous proposer de participer à l'émission. Un jour, un journaliste qui nous appelle, Ouais. une journaliste, qui nous dit que ça vous intéresse de passer à Qui va être mon associé. Je suis journaliste pour M6. Oui, évidemment, ça nous intéresse. Alors, on passe toutes les étapes. Il faut envoyer une vidéo, il faut envoyer différents documents, et ainsi de suite. Mais c'était pas dans notre stratégie, nous, à un moment donné, de dire l'année prochaine, objectif, Qui va être mon associé. Donc, on fait tout ça. Et vu qu'on est rentable et qu'on se développe bien, on a vraiment une stratégie de se dire on va le faire vraiment pour la com, quoi, globalement, tu vois, de passer à la télé. Après, ce qui se passe, c'est qu'on y va avec une proposition assez faible. On demande 100 000 euros pour 10% de la boîte. Et puis, il y a Kelly qui fait une proposition assez incroyable. Tu vois, mais le double, c'est ça? Ouais, elle met 250 000 pour 10%. C'est la première à parler. Elle dit moi, je pense que vous n'êtes pas assez ambitieux. Voilà cette somme. Donc, sur le coup, on est là en mode ok, étonnant, tu vois. Et donc, on dit oui. Enfin, tu vois, il y a aussi un sujet de raconter une belle histoire. Tu vois, il y a un truc un peu de ok, allons-y là-dessus. Et puis après, en off, en fait, c'est assez spécial parce que, et je vais répondre à ta première question, c'est que tout à l'heure, on connaît pas le jury. Donc, tu arrives vraiment sur scène. Ouais, tu découvres. Tu découvres, tu as quelques mots, dire bah, tiens, il y a des nouveaux. Il y a Kelly Massol, il y a Tony Parker, je sais plus c'était qui les autres nouveaux. Alors, c'est marrant parce que Tony Parker, François, la veille, était dans les locaux pour préparer un peu tout ça. Et il nous envoie un message, il dit je crois que je viens de croiser Tony Parker. Tu vois. Et personne n'était encore au courant qu'il y avait Tony Parker dans le truc. Je dis ok, wow, dingue. Bref, et donc en fait, Kelly, tu vois, on la connaît pas, tu vois. Elle nous fait une proposition, on sait pas trop qui elle est, d'où elle vient, et ainsi de suite. Donc dans le feu du sujet, bon, tu te dis oui, ok, on y va. Et puis après, on se rencontre quelques semaines après, on fait quelques visios. Et puis là, voilà, nous, de notre côté, c'est un peu confirmé. On dit non, mais on n'y va pas. Elle n'est pas dans le même secteur que nous, elle ne peut pas nous apporter grand-chose d'un point de vue business ou réseau, ce genre de choses. Donc au final, on arrête là-dessus. Ouais, en fait, vous avez eu des discussions à la suite de ça. Il y a d'autres candidats, en effet, qui nous ont raconté ça aussi, que bah, en fait, après, tu discutes, tu négocies et tu peux finalement te rendre compte que tu n'es pas forcéement aligné non plus avec la chose, quoi. Et pareil pour... Enfin, je connais pas le sujet précis, mais j'imagine qu'il y a plein de fois où c'est les investisseurs qui arrêtent le truc pour dire attendez, il y a des trucs qui étaient un peu cachés dans votre pitch, là, j'y vais pas, quoi. Enfin, voilà. Mais ça fait partie du jeu. Enfin, tu vois, M6 a été très clair avec nous là-dessus, dire nous, on est là pour faire une émission de télé. Vos relations avec les investisseurs, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, quoi. Donc, et ça, c'était assez cool de leur part, tu vois, vraiment dire c'est pas leur sujet premier, tu vois. Enfin, faut quand même que la démarche. Enfin, j'ai l'impression que maintenant M6 fait attention aussi au fait que tu puisses pas non plus arriver dans l'émission en sachant que tu vas dire non dans tous les cas pour juste faire de la visibilité. Chaque boîte est différente et puis tu as des effets de levier qui peuvent être hyper intéressants. On aurait eu un mec dans le jury, je sais pas, le patron de Carrefour, tu vois, qui nous dit j'investis chez vous et on va faire tous les Carrefours de France. Ouais, évidemment, on y va. Là, il n'y avait pas des gens dans le monde de l'immobilier. Enfin, tu vois, il n'y avait pas ce truc-là. Et pour la petite anecdote, quand même, pour le rappeler, vous avez fait la petite démonstration avec Marc Simoncini. Est-ce que vous avez resté en contact avec lui? Est-ce qu'ils vous en veut pas trop lui avoir brûlé la main? Pas du tout. Non, mais alors là, c'est vraiment, tu rentres sur scène, tu parles aux investisseurs, tu repars et tu ne les revois plus jamais. Enfin, il y a vraiment un truc de... on ne se croise ni avant ni après, quoi. J'aimerais bien, mais malheureusement, non. Et... comment vous avez été recruté? Enfin, vous avez été recruté par M6, c'est-à-dire que vous n'avez pas postulé. C'est assez particulier. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a à peu près, j'estimerais au doigt mouillé, qu'il y a à peu près un tiers qui se fait démarcher, les autres postulent. C'est quoi le jour où ils vous contactent? Est-ce que tu te souviens du jour où, genre, coucou, c'est M6, on aimerait vous voir potentiellement pour Qui va être mon associé? Est-ce qu'ils vous disent ça d'ailleurs? Est-ce que vous savez que c'est pour être Qui va être mon associé, ou ils disent juste pour une émission sur M6? Non, c'est direct pour Qui va être mon associé. C'est Adeline qui répond au téléphone à ce moment-là. Et donc, je me souviens bien où elle raccroche, elle dit je crois qu'il y a Qui va être mon associé qui voudrait qu'on soit présent, quoi. Enfin, tu vois, t'as un truc comme ah ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'ils vous ont dit comment ils vous ont repéré? On leur a demandé après coup.
La réponse était assez floue, c'était sur les réseaux. On pense LinkedIn, mais on ne sait pas trop. On est très peu influents sur Insta ou sur d'autres. Donc on pense LinkedIn. C'est souvent la réponse, que ce soit des clients, quoi que ce soit. Les gens ont du mal à dire précisément d'où ils viennent. Tu sais, quand tu fais un premier rendez-vous, tu dis juste pour comprendre comment vous nous avez connus. Ouais, sur Internet. Ouais, mais d'accord, mais sois un peu plus précis. Et c'est pas toujours évident. C'est un peu pareil. Et j'imagine que c'est le cas, mais est-ce qu'il y a eu un avant et un après qui veut être mon associé? Et qu'est-ce que ça vous a apporté dans l'absolu, de façon subjective, mais aussi objectivement? Est-ce qu'il y a une règle des fois qu'on donne sur Qui va être mon associé? On dit de passer de Qui va être mon associé, ça te fait gagner 2 ans de vie de ta boîte. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Je sais pas dire si c'est 2 ans ou 1 an ou j'en sais rien. Alors nous, on n'est pas une boîte B2C ou très peu. Donc on n'a pas eu l'espèce de boom que certaines boîtes peuvent dire, ok, on a fait 1 million de CA en un mois, j'aurais adoré, mais malheureusement non. Encore une fois, c'est difficile de savoir. C'est-à-dire qu'il y a un truc on a fait, je sais pas, je crois qu'on a fait 60 000 € de vente en B2C dans les 2-3 semaines qui ont suivi. Sur une période, on passe en février, hein, donc les gens normalement n'achètent pas de peinture pour les canicules en février-mars, mais donc il y a ce chiffre. Après, j'ai le sentiment qu'on signe encore aujourd'hui des deals grâce à ça, tu vois. Donc 1 an après, les gens qui nous ont connus, le fameux B2B, tu vois, qui est plus long, tu vois, de dire ok, là on a signé un très beau deal à quoi, 130 000 €, tu vois. Ça serait pas impossible que ça soit grâce à Qui va être mon associé. Est-ce que parce que le client nous a entendu à ce moment-là, ou est-ce qu'il a été rassuré de nous voir? Parce qu'il y a un truc très rassurant de passage à la télé, tu vois, de dire ok, il passe à la télé, c'est sérieux, on voit la tronche des fondateurs, ils ont l'air sympas, ils ont l'air bons, blablabla. On avance, tu vois, il y a un peu tout ça. Ouais, complètement. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner? Alors, vous êtes fait recruter, donc c'est un peu particulier, mais est-ce que tu aurais quelques conseils, on va dire 3, à donner pour peut-être sortir du lot et soit se faire recruter comme vous l'avez fait, ou soit être choisi parmi la liste des milliers de personnes qui postulent chaque année? Ouais, alors M6 te dit un truc dès le début, parce qu'on est sélectionné, mais on passe quand même chaque étape, hein, donc c'est juste, alors j'imagine que vu qu'ils t'ont en tête, c'est peut-être un peu plus simple, mais ils te disent, donc très vite il faut faire une vidéo, ils demandent de faire une vidéo de présentation de quelques minutes, et ils te disent, une vidéo iPhone, faite au plus simple, et nous on a fait au plus simple, et donc je me souviens, enfin on a revu la vidéo encore il y a pas très longtemps. C'est dans la cour du Palace, non? Ouais, exactement, c'est un cours du Palace, et la vidéo est pas bonne, tu vois, vraiment, le son est pas bon, il y a du vent, et visiblement ça passe, donc est-ce que ça veut dire que M6 ils veulent des gens authentiques plutôt que la boîte qui va faire un montage parfait, tu vois, dire ouais non ça c'est too much, je sais pas, tu vois. Il y a un sujet qui est évident, qui est un sujet de simplicité. Faut que tu aies une solution qui soit la plus simple possible, tu vois. Donc nous on fait de la peinture blanche qu'on met sur des toits noirs et ça fait baisser la température, tout le monde comprend, tu vois. Donc à mon avis, il y a un truc il faut que ta solution ou une partie de ta solution soit ultra simple et parle à une partie de la population, tu vois. Donc c'est rarement un truc avec de l'IA et des algorithmes et des trucs comme ça. Ouais. Quoique il y en avait une l'an dernier, mais tu vois, bon, globalement, des trucs faciles à comprendre pour le grand public. Facile à comprendre et un peu originaux des fois. Typiquement, la peinture réflective. Toi, évidemment, ça fait partie de ton quotidien, mais il y a beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Donc c'était, je pense, hyper intéressant. C'est ce qui a intéressé justement, notamment M6. En dehors de ce passage télé, vous en avez quand même d'autres. Je les ai peut-être pas tous en tête, mais en tout cas, je me souviens qu'il y avait eu Sur le Front. Vous êtes passé aussi sur France 3 par rapport à la canicule, il me semble. Comment aussi vous arrivez à avoir ces reportages, en tout cas où vous êtes sollicité pour des reportages un peu de fond, notamment Sur le Front. Il n'y avait pas que vous qui êtes intervenu, mais vous étiez parmi les intervenants. Est-ce que vous avez un ou une attachée de presse qui s'occupe de vous? Est-ce que vous faites du RP? Comment ça se passe? Ou c'est juste d'être repéré? Ouais, c'est à la fois le talent d'Adeline, qui est forte là-dessus, et une agence avec qui on bosse, qui est basée à Cholet, Edicio. Je crois que c'est une petite boîte, pas très chère, mais qui fait bien le boulot. Et en fait, je pense que c'est un peu l'addition de tout ça. Solution un peu innovante, je vais me répéter, mais facile à comprendre, qui paraît évidente. Enfin, tu vois, à chaque fois que tu parles d'Enercool, je me dis, bah oui, c'est évident. Et donc ça marche bien.
Et donc en fait, ça va bien dans le thématique écologie, changement climatique. C'est une sorte de marronnier, tu vois. On cherche des solutions. On a fait le 20h de TF1 aussi, pareil, tu vois. Il fait chaud, quelles sont les solutions? Bon, bah, mettre un ventilateur, nanana, tout le monde connaît. Tu vois, là, il y a un truc un peu qui sort de l'ordinaire. Ah, bah, il y a des gens qui peignent les toits en blanc. Voilà, ça parle bien. Et tant mieux, c'est cool. Ouais. Canon. Et ça me fait penser à une question. Tu parles de peindre les toits. Je me souviens d'exemples aussi que vous avez sur votre site où c'est pas forcément en blanc. Vous pouvez mettre aussi des couleurs légèrement. Ouais. Est-ce que ça a un impact légèrement négatif ou c'est exactement le même résultat malgré le fait que vous ayez de la couleur? Ouais, c'est un peu moins efficace. Mais en fait, il y a quand même des matières premières dans la peinture. Une des matières premières, c'est les aérogels de silice. C'est une espèce de gel avec de l'air dedans, quoi, qui a une capacité de renvoyer la chaleur et d'éviter que la chaleur ne rentre dans les bâtiments, globalement. Et donc, ouais, on a aussi ces couleurs-là. Par exemple, on a fait des bâtiments pour un bailleur social, pour la Caisse des dépôts, tu vois, dans le sud de la France, qu'on a instrumenté. On a mis des capteurs. Il y a des toits qu'on a repeints et d'autres qu'on n'a pas repeints. Et on a entre 3 et 4 degrés de gain dans le bâtiment. Avec le blanc, on monte jusqu'à 6. Donc, tu as moins de gain, mais tu gardes. Là, c'est sur de la tuile, tu vois, donc tu gardes la couleur l'aspect tuile. esthétique. Voilà, et donc ça marche aussi. Ouais. On va parler maintenant de la création d'Enercool. Question toute simple qu'on a dû te poser des milliers de fois. D'où vient l'idée d'Enercool? Ouais, bah, elle vient de plusieurs paramètres. Je suis ingénieur thermicien, donc les économies d'énergie, tout ça, j'adore. Tu vois, enfin, j'ai bossé en bureau d'études pendant 5 ans où mon métier, c'est de faire des audits énergétiques. Donc, de dire, il y a ça à faire comme travaux, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu J'ai un pote qui se foutait un peu de ma gueule il n'y a pas très longtemps. Il disait, c'est vraiment marrant cette passion. Ça fait 15 ans que tu bosses dans l'énergie, dans les économies d'énergie. Tu vois. J'aime ça, voilà. Donc, ce sujet en tête un peu tout le temps, tu vois, depuis des années, de dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme truc nouveau, et ainsi de suite. Et puis je vois, il y a quoi maintenant? Il y a maintenant 6 ans, Coolroof, la boîte qui est basée à Brest. Je les vois sur LinkedIn, l'ancien DG qui postait pas mal sur LinkedIn. Je vois, je dis putain, ça c'est vraiment canon. Ça. Techniquement, ça me parlait beaucoup. Tu vois, je dis putain, c'est économie d'énergie, c'est low-tech, c'est facile à mettre en œuvre. Il y a plein de choses. Donc j'y pense longtemps. Et puis à un moment donné, je dis non mais il faut y aller, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible qu'il y ait une boîte en France pour des centaines de millions de mètres carrés de toiture. Il y a à la fois un moyen de se différencier, de faire un truc un peu différent, puis le marché, il est potentiellement très gros. Ça reste un marché de niche aujourd'hui, mais qui est potentiellement très gros. Ouais, tu parles de marché de niche, mais je me souviens qu'on en avait pu en discuter juste après votre passage à Kivet, mon associé, et que vous étiez contacté pas mal à l'étranger aussi, notamment Maroc. Oui. Vous avez eu même des contacts au Brésil, je peux dire de bêtises, mais peut-être Belgique, je sais plus. Franchement, partout. Enfin, partout. C'est un peu présomptueux, mais l'effet de Kivet, mon associé, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Donc, tu as un impact pendant 2 mois. On avait 5 rendez-vous par jour de partout, donc à la fois du très mauvais rendez-vous et du très bon rendez-vous. Beaucoup d'étrangers, enfin de Français à l'étranger. En fait, tu as une espèce de mafia française. Et on a plein de pays en Afrique, en Australie, Israël, Brésil, États-Unis, enfin vraiment beaucoup. C'est toujours pareil, il n'y en a pas beaucoup qui ont donné grand-chose, mais on a quand même fait des ventes à l'étranger grâce à ça. Avec des sujets d'une logique... évidemment, les pays du Moyen-Orient, en Afrique où il fait très chaud, tu as un sujet qui est encore plus important qu'en France. Donc on a des choses qui se développent. Tu vois, encore ce matin, là, on a finalisé un truc au Qatar, tu vois. Donc très cool, et puis ça change un peu du quotidien, quoi, effectivement, d'avoir tout ça. Trop bien. Donc tu te lances en 2020, tu l'as dit en février 2020. Ouais. Là, il y a le Covid qui arrive derrière. Tu démarres par quoi? C'est-à-dire là, tu as quitté ton job. Bon, tu n'as pas prévu le Covid, évidemment. Ouais. Mais comment on démarre ce genre d'entreprise où tu as besoin d'avoir un produit, de la production d'un produit, aller trouver des professionnels qui vont aller appliquer ta peinture, sauf si au début tu l'as appliqué toi-même, je sais pas, tu vas nous dire. Ouais. Mais tu démarres par quoi quand tu te lances dans un projet comme ça? Alors le démarrage, vraiment, quand la boîte est créée, je commence par communiquer et essayer de faire comprendre au monde entier que j'ai créé ça et qu'il faut qu'on discute. Donc une démarche très commerce à la création, en sachant que quand je bossais dans mon job précédent, forcément quand tu commences à avoir l'idée en tête, tu commences à regarder un peu des choses et d'autres. Donc je regardais un peu des fabricants de peinture, j'avais contacté 2-3 personnes et ainsi de suite, donc il y avait un peu ce truc de fond, mais tu peux pas communiquer publiquement parce que tu es encore en poste, donc c'est un peu touchy de faire ça. Donc il y avait un peu une espèce de base là-dessus, mais très vite, je me rappelle, je communique, j'avais un premier fournisseur de peinture, tu vois, qui était disponible, et en fait c'est marrant parce que je fais un post LinkedIn mai 2020. Février, je quitte la boîte, je prends 2-3 mois pour moi, tu vois, et en mai 2020, je démarre.
Je fais un post sur LinkedIn. Le post prend très bien. Tu as un post assez facile en mode je crée ma boîte, tout le monde va te soutenir. Donc, un post qui prend bien. Et il y a les mecs de foot en salle à Saint-Herblain, Urban Soccer. Urban Soccer, voilà, qui m'appellent, qui disent nous, voilà, les terrains sont fermés à cause du Covid. On en profite pour nettoyer la toiture. Il fait hyper chaud l'été sur les terrains de foot, c'est une horreur. Donc, on pourrait t'intéresser. Viens cet après-midi nous faire un devis. Tu vois. Moi, je dis, ok, mais j'ai pas de peinture. Enfin, franchement, j'ai rien. J'ai aucune connaissance technique. Je suis là, ok. Surtout que c'est immense. Tu commences par un truc énorme. Ouais, c'était un gros truc. C'était 3000 m². C'était un très beau dossier. Au final, ça se fait pas. Mais ça me permet aussi de comprendre. Tu vois, mon premier fournisseur avec qui je discute, les mecs étaient pas tout à fait prêts. Tu vois, ils m'avaient un peu survendu le truc. Tu vois, je dis, bon, bah là, s'il y a une commande, dans 2 semaines, on attaque. Tu vois, pas trop, en fait. C'était là, bon, ok. Et donc, en fait, de fil en aiguille, tu démarres avec une approche très. J'avais très, très peur de passer 1 an à développer le produit sans faire de commerce. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de business et que tu n'arrives pas à vendre. Donc, tu as fait l'inverse. Voilà, le fameux fake it until you make it, tu vas devant dire tu te fais une petite presse commerciale et tu communiques et tu essaies de faire ça. Et en fait, c'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de juste milieu où tu fais du commerce. Et puis derrière, tu discutes aussi avec des fabricants. Et puis, au bout d'un moment, à la fois, tu comprends ce que tu veux toi, tu te rends compte un peu quelles sont les façons de travailler des fabricants. Et puis, à un moment donné, je tombe sur un fabricant de peinture avec qui on s'entend bien. Les mecs sont à l'écoute. Et puis, en fait, on avance. Alors, il y a peut-être les 2-3 premiers chantiers qui sont des chantiers B2C. Ils sont faits avec un premier fournisseur. Et puis, à la fois techniquement, ils sont pas à l'écoute. C'est un grand groupe. Tu vois. Moi, je dis, tiens, j'aimerais bien aller dans cette direction pour la peinture. Je dis, non, nous, notre produit, c'est ça. Et tu l'achètes, tu le vends et basta, tu vois. Tu peux pas le moduler, quoi. Non, voilà. C'est juste du rachat. Exactement. De c'est la vraiment, vente, c'est vraiment de la distribution. Les mecs sont chiants sur le paiement aussi. C'est non, mais tu payes comptant. Donc, tu vois, quand tu montes une boîte, tu préfères être payé par tes clients pour ensuite payer. Donc voilà, ça marche pas. Et puis en fait, au fur et à mesure, on trouve un fournisseur. Je trouve un fournisseur avec qui on s'entend bien, qui est ouvert à la discussion, de dire bon on va démarrer avec le produit là. Mais demain, on discute, quoi. Et tu vois, ça fait maintenant 4 ans qu'on bosse ensemble, et c'est trop cool, et ça continue d'évoluer sans cesse. Donc ça, c'était agréable, tu vois, vraiment de comprendre effectivement comment les gens travaillent, et puis de s'entendre, quoi, tu vois, de dire, ok, avançons, quoi. Canon. Aujourd'hui, tu es associé avec Adeline et François. Ouais. Donc Adeline Constant et François Rangé. Rangdé. Ouais, un drôle de nom. Comment tu les rencontres? Est-ce que tu cherches des associés ou ils se présentent à toi et c'est naturellement tes associés? Ouais. Tu peux nous raconter un peu ça? Donc moi, je monte la boîte seul avec l'idée de m'associer très rapidement avec des gens parce que j'ai bossé en startup avant. C'était une équipe d'associés. J'ai bouffé beaucoup de The Family à l'époque de 2015-2016, là où c'était le pic de The Family, et avec globalement, moi je trouve des très bons conseils. J'aimais beaucoup ce qu'il disait. Donc il y avait un truc vraiment de dire il faut s'associer. Donc il y a des gens qui sont déjà passés par là, qui te disent de le faire. Donc tu dis je vais le faire. Puis moi-même je me rends compte, je bosse seul. Ouais. C'est chiant, quoi. C'est chiant à mourir. Et donc je cherche des associés. Je commence à bosser avec des gens, ça ne marche pas, tu vois. Donc il y a un truc un peu d'honnêteté assez radical, tu vois, à avoir avec les gens, de dire ok, en fait ça va pas. Donc les gens bossent entre guillemets pour toi gratuitement, et puis très vite, une fois c'est la personne qui m'a dit non ça marche pas, donc on arrête. Et puis une fois c'est moi qui ai dit désolé, mais ça m'a. Des gens super, hein, mais juste professionnellement ça allait pas. Et puis à un moment donné, toujours pareil, t'envoies des messages sur LinkedIn. J'avais envoyé beaucoup de messages un peu partout. Adeline, on s'est rencontrés grâce à un message sur un groupe Facebook, genre végétarien ou j'en sais rien, je sais plus trop, mais un truc un peu. Et vraiment, je copiais-collais des messages en mode c'est pas trop dans le thème, mais je monte une boîte écolo, blablabla. Je cherche un associé, si ça intéresse quelqu'un, go, quoi. Donc je rencontre Adeline. Tu en discutes 1 heure ou 2 comme ça autour d'un café, ça matche bien. Elle, tout de suite dans l'esprit, elle dit bon écoute, j'ai 2-3 trucs à gérer à la maison, mais lundi prochain je peux démarrer, quoi. Bénévolement, tu vois, en mode royal. On bosse ensemble, ça se passe super bien, tu vois, tout de suite je vois le truc, je dis ok, elle sait bosser, tu vois, moi j'ai 37 ans, elle doit en avoir pareil, je crois 37 ou 38. Donc déjà de l'expérience, tu vois, t'es pas là en mode par quoi on pourrait commencer, tu vois, on va faire ça. Et François, j'avais une idée un peu plus claire sur un peu le profil de personne, de quelqu'un de
commerce et gestion de chantier, tu vois. Donc je cherche des personnes conducteurs de travaux, enfin vraiment dans la partie bâtiment. Et donc là, je ponce LinkedIn, tu vois, à fond pour trouver les personnes. Je passe des entretiens avec des gens. Puis pareil, François, ça marche bien, tu vois. Enfin, pareil, on se rencontre. T'as tout de suite des indices, tu vois. François, il m'appelle le lendemain. Il me dit, je crois que je vais démissionner et on va bosser ensemble, tu vois. Je dis, fais pas trop ça, c'est un peu chaud. Mais tu vois, tout de suite, tu dis, ok, le mec est chaud patate, c'est trop cool, quoi. Trop bien. Du coup, t'as recruté tes associés, quoi. C'est hyper marrant. Ouais. Très, très intéressant. Tu parlais de LinkedIn, c'est un outil que tu utilises énormément. Tu t'en servais même avant de créer Enercool, il me semble. Hein. Tu étais déjà pas mal actif. Qu'est-ce qui fait que tu étais actif déjà depuis assez longtemps, entre guillemets, sur LinkedIn, à l'échelle de LinkedIn, hein, évidemment. Oui. C'était pas non plus il y a 107 ans, mais... Ouais, je sais pas quand j'ai commencé, tu vois, il faudrait que je regarde l'historique un jour de LinkedIn, mais je crois que ça me plaisait en fait de raconter des histoires un peu de voilà, ce qui se passe. Et en fait, c'est un exercice qui est assez intéressant au final, tu vois, et de séquencer un peu ses réflexions et de dire, attends, je pense à un truc, mais quand je le mets à l'écrit, ça marche moins bien, et puis un peu de réfléchir, de dire, ok, attends, on va essayer de... Et donc je crois que ça me plaisait tout bêtement, tu vois. Il y a peut-être un côté un peu dopamine de quand t'as des likes et tout comme ça, t'as un peu ce fameux flash de dopamine, j'en sais rien. Mais voilà, et puis en fait, dans mon job d'avant, j'ai un boulot plutôt de commerce pour un fournisseur d'électricité qui s'appelait Enercop. Ça a dû ramener des clients, ça a dû ramener des leads, donc en fait, à un moment donné, tu dis, bon, écoute... Et puis t'as fait un peu de ce truc de marque personnelle, tu vois, le fameux truc de dire, on continue, quoi. T'as une petite routine, c'est-à-dire que tu postes tous les jours ou t'as un truc, ou c'est juste vraiment quand t'as envie? J'en avais pas et maintenant j'en ai, ouais. Ce que j'essaye de faire, donc les idées, elles viennent quand elles viennent, donc ça tu les commandes pas, mais t'as un truc un peu j'ai une idée, je prends mon téléphone et puis comme beaucoup, je m'écris à moi-même, tu vois, je m'envoie un petit Slack à moi-même pour dire, tiens, voilà. Et après sur Notion, on a une page où on a un peu un pipe, tu vois, j'ai une idée, j'ai commencé à la rédiger, je l'ai relue et voilà. Et donc globalement, ce que j'essaie de faire, c'est le vendredi après-midi, qui est généralement le moment de la semaine qui sert à rien, tu vois. Je me mets là-dessus. Et après, des fois par petits morceaux, en semaine, tu vois, je sais pas, t'as un rendez-vous qui démarre dans une demi-heure, tu vois, tu sais que tu vas pas pouvoir faire une tâche de fond dessus, tu dis, bon, tiens, je vais relire un post que j'ai écrit il y a 3 semaines. Puis je vais essayer de le remettre un peu au clair, tu vois. Donc, mais plus ça avance et plus je fais ça, et mieux c'est. Enfin, tu vois, quand tu postes, tu dis, tiens, je vais faire un post LinkedIn, et tu te mets à le rédiger d'un coup, et pouf, tu fais poster. Généralement, ça marche pas, tu vois. Et parce que c'est mal écrit, en fait, c'est aussi simple que ça. Ça marche. On va finir avec quelques questions un peu générales sur Enercool et puis sur l'entrepreneuriat. C'est quoi ton meilleur moment chez Enercool depuis le début de l'aventure, en 2020? C'est une bonne question. Le meilleur moment chez Enercool, c'est dur de donner les meilleurs moments, tu vois. Autant les mauvais moments, je sais. Il y a le pire moment juste après. Ah, parfait. Tu peux commencer par ça si tu veux. Alors, les pires moments, c'est facile. Pire moment, donc tous les dossiers que tu perds commercialement, tu vois, ça fait mal, tu vois, il y a vraiment des douleurs, tu vois, il y a des dossiers ou des gros dossiers où tu te dis putain, ça serait bien qu'on le gagne, et puis tu le perds. Donc ça fait mal, tu vois, tu t'en souviens encore aujourd'hui. Il y a un truc, j'en ai deux assez précis. J'en ai un, on a des premières commandes B2C de clients particuliers. Je passe commande à mon fournisseur de la première palette de peinture Enercool ever, tu vois. J'ai pas de thune, enfin vraiment le côté. Et là, il y a le logisticien qui m'appelle et qui dit, Monsieur Claval, votre palette de peinture est renversée, elle est tombée, on a foutu de la peinture partout dans l'entrepôt, on ne sait pas trop quoi faire. Donc évidemment, il n'y a pas de. Enfin, je sais pas du tout comment ça s'est géré en termes d'assurance, qui est responsable de quoi, nanana. Je me rappelle juste que j'arrive avec ma petite voiture, ma petite Punto. Dans le centre logistique à Nantes, là, je vois tous les pots par terre, là, tu vois, je me dis putain, ça démarre bien, tu vois, vraiment le truc de dire ok. Et en fait, c'est là où c'est trop cool parce que l'entrepôt, il y a 2-3 mecs qui disent attends, on va t'aider, on va ramasser la peinture, on va essayer de récupérer ce qui est récupérable et on va faire ce qu'on peut, donc trop sympa. J'appelle le fournisseur, t'inquiète pas, on te renvoie une palette, il n'y a pas de souci. Et donc en fait, tu vois, t'as l'impression que t'as le monde qui s'écroule à un instant T, tu vois le truc, tu dis oh putain, non, voilà. Et 3 heures après, c'est réglé et t'es trop content, quoi. Donc ça, c'est un moment
difficile, tu vois. Puis en plus, tout seul, donc t'as personne à qui en parler, tu vois. Tu peux pas te plaindre. Voilà. Et un autre moment, un des premiers chantiers qu'on fait, et c'est aujourd'hui le seul chantier où ça se passe mal, mais globalement, on a des applicateurs qui mettent la peinture, et 2 semaines après, t'as la cliente qui appelle et qui dit c'est l'enfer, quoi. En fait, la toiture, la peinture s'est décollée de partout. Tu vas sur la toiture, tu vois le truc, wow, c'est chaud. Et donc, on avait mal fait le boulot parce qu'on avait mal suivi les peintres. D'ailleurs, c'était même pas des peintres, c'était une boîte d'entretien de toiture, enfin peu importe. On les a mal suivis, on connaissait pas encore très bien le métier. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses qu'on n'avait pas respectées dans l'application de la peinture, et on a vu tout de suite les conséquences. Et encore une fois, on parle avec la cliente, on s'excuse, on dit écoutez, demain, c'est nous qui sommes en toiture et on va nettoyer tout ça, on va tout remettre au propre et voilà, et tu fais profil bas et tu gères la merde, quoi. Et puis au final, tu vois, la cliente, elle est à l'écoute, elle dit bon bah oui, ça arrive, et ça passe, tu vois. Mais sur le moment, t'es là, ouah, c'est chaud. Et bon, voilà, et c'est toujours pareil, si t'es conscient de ce que t'as fait, et tu dis ok, c'est notre faute, on gère le truc, ça se passe normalement plutôt bien. Enfin, t'espères que ça se passe jamais, mais quand ça arrive, il faut le faire, quoi. Ouais, complètement. Est-ce que t'as retrouvé ton meilleur moment ou pas? Meilleur moment, il y a un truc. Alors, si j'ai un meilleur moment qui est assez récent, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, le fameux dossier à 140 000 euros. Là. Donc, on vend pour 140 000 euros de peinture. C'est le plus gros dossier qu'on a jamais vendu. Et on est passé par différents moments sur ce sujet parce que. J'imagine que ça s'est pas fait là en 3 jours pour le coup. Non, ouais, c'est ça. Voilà. T'as des discussions qui sont assez longues, t'as des visites sur site, enfin, t'as plein de choses. C'est Louis, notre commercial, qui gère ça d'une main de maître. Et à un moment donné, tout est ficelé. Le client est OK, nous, tout est carré. Et en fait, les architectes des bâtiments de France disent non, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais non, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, il y a un moment très cool où, au moment où c'est arrivé, tu dis, t'es énervé, et voilà. Et ce qui est très cool, c'est que le client, qui est une énorme boîte, qui fait des milliards de chiffres d'affaires, vraiment un monstre, tu vois. Nous, on s'est dit, il va nous laisser tomber, il va dire, bon, désolé les gars, ça aurait été cool de bosser ensemble, mais tant pis. Et en fait, que dalle. Le mec dit, non, on est le plus gros employeur du département, on connaît le préfet, on va appeler le préfet, et ça va bien se passer. Et t'es là, waouh, putain, on est... Enfin, tu vois, des fois, t'as un peu le doute de dire, bon, ok, les mecs, ils peignent leur toit, ils avaient un morceau de budget, pouf, ils ont fait le truc, voilà. Là, non, c'était vraiment important, tu vois, il fallait la peinture sur le toit, et ils allaient se battre avec nous pour sauver le truc, tu vois. Et 3 semaines après, on reçoit le courrier, le dossier accepté, go, quoi. Est-ce que je sens qu'en dehors de l'aspect économique, évidemment, de votre produit, puisqu'on gagne en énergie, est-ce que tu sens qu'il y a quand même une espèce d'éveil des consciences autour du côté écologique en général ou... Alors oui, il y a un éveil des consciences, mais quand tu commences à... C'est surtout l'aspect économique qui est converti, quoi. En fait, t'as un peu le classique du fameux champion que t'as chez ton client, c'est le mec qui est convaincu de ta solution. Ouais. Nous, tous les responsables RSE, ce genre de choses dans les boîtes sont fans de nous, tu vois, donc enfin, fans de nous, j'exagère, mais en tout cas, ils aiment la solution et donc ils vont la pousser en interne. Et puis la décision, c'est souvent plutôt des responsables industriels, patrimoine, maintenance ou parfois le DG directement, qui ont peut-être un peu moins cet engagement, tu vois, donc c'est un espèce de mix des deux. On a rarement des gens qui font appel à nous uniquement sur la partie écologique, tu vois. Le sujet qu'on peut avoir le plus, on va dire, c'est un espèce de mix écologie, économie et communication aussi, tu vois, parce qu'ils peuvent communiquer aussi un peu sur les actions qu'ils mettent en œuvre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et t'as un peu cette triplette-là. Ouais. Très rapidement et sans réfléchir, si tu devais donner 3 éléments qui font que votre boîte fonctionne bien aujourd'hui, tu dirais quoi ? On a un peu de chance, même beaucoup de chance, mais de la vraie chance. Enfin, on pourra revenir après, mais voilà. Un truc un peu bête, mais on est sympa. Mais c'est un bon argument. Mais je crois que des fois on signe des deals juste parce qu'on est sympa. Enfin, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais en fait on passe des bons moments avec les clients et puis je crois que les mecs signent en mode ok, vous êtes trop cool. Et le troisième, on est besogneux, tu vois. On a un côté tous les jours on fait à peu près la même chose.
C'est structuré. Ouais. Et on... Pour avoir bossé avec Adeline, on sentait en effet que c'était très carré dans sa façon de faire, quoi. Ouais. Aline, elle est carrée. On est tous carrés, en fait. François et Louis, tu vois. Donc François, mon associé, qui fait du commerce, et puis Louis, qui fait du commerce aussi. C'est les mecs... je sais plus, Louis, la semaine dernière, il me disait aujourd'hui, j'ai passé 62 coups de fil. Putain, 62 coups de fil. C'est des mecs qui courent beaucoup aussi. Dans leur vie privée, ils courent énormément. François... Tu veux en termes sportifs ou juste en termes d'activité Non, en termes sportifs. D'accord. Ouais. Tous les midis, ils vont courir. François, il fait des trails de 80 bornes, machin. Et je pense que dans l'état d'esprit, tu vois, c'est des mecs un pied après l'autre et on avance. Ils sont déter. Ouais. Ils sont grave. Non, mais vraiment, ils sont très déter. Trop bien. Est-ce que tu as un outil que tu utilises particulièrement en ce moment, un SaaS, un CRM, ChatGPT, le grand classique? Est-ce que tu en as un là en ce moment que tu utilises particulièrement? Les 6 derniers mois ou... Je l'utilise de moins en moins, mais c'est quand même mon outil préféré ever, c'est Pipedrive. J'adore Pipedrive. Ok. Tu peux nous expliquer très rapidement pourquoi? Donc, Pipedrive, c'est un CRM, donc tu gères ton commerce là-dessus. Moi, je l'utilise depuis que je bosse chez Kivivo, donc il y a une quinzaine d'années, et je trouve qu'il est génial parce qu'il est ultra simple, ultra modulable. Et puis, c'est quand même assez magique. Enfin, il y a un côté un peu où... Bah voilà, t'as tes prospects, t'as tes deals, ça avance, t'as tes chiffres précis sur où t'en es, ainsi de suite. Alors des fois c'est tout bête, hein, mais enfin des trucs, rappelez-moi dans 6 mois, en ce moment c'est pas le sujet. Tu te mets une petite activité, un petit rappel, boum, tu rappelles le mec 6 mois après. Il dit ah vous êtes fort quand même, vous vous rappelez 6 mois après. Ah bah oui. Bah ouais. et j'adore. Enfin il y a un truc. Très bien. Et pourquoi tu t'en sers moins? Parce que c'est moins ton rôle aujourd'hui dans la boîte. Je fais de moins en moins de commerce, mais Louis et François l'utilisent à fond et c'est quand même trop bien. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné il y a des années et que tu suis encore? Ouais. On est membre de Réseau Entreprendre. Oui. Et donc, ces Réseau Entreprendre, c'est des chefs d'entreprise qui ont souvent de l'expérience et qui te donnent du temps bénévole pour t'accompagner. Et donc, nous, c'est Pascal qui nous suit, un super mec, qui est une boîte qui s'appelle Cib Retail. J'en profite pour faire un peu de pub, bref. Et lui, une fois, il nous a dit de voyager léger. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rester petit en termes d'effectifs, en termes de coûts et ce genre de choses, parce que l'entrepreneuriat, ça va, ça vient, et ainsi de suite. Et donc, si tu as un truc, tu vois, d'être pas beaucoup de charges, et ainsi de suite, bon, bah, normalement, tu sais te retourner si ça va moins bien, voilà, et pas monter à 30 personnes, enfin j'en sais rien, tu vois, mais d'avoir un truc où soyez malin pour rester petit et être tranquille. Et moi j'aime bien ça parce que j'ai pas envie de manager des gens et tu vois, c'est pas ma volonté, tu vois, d'avoir 30 personnes à gérer ou 40 personnes. Et je trouve le conseil assez bon, tu vois, on le garde en tête, tu vois, on va dire oh. Très intéressant. Quelle personne me conseilles-tu d'inviter sur ce podcast, donc qui fait du e-commerce quand même? Ouais, mais t'en as parlé au début, mais je l'adore et j'adore leur boîte, c'est Ralph de BIM, quoi. Ok, je l'inviterai alors. Qui est vraiment trop fort et qui est bon. Et alors moi, c'est marrant parce que je l'ai connu au tout début de BIM, avant même que les panneaux solaires ne soient une idée, quoi. Il arrive à Nantes et il avait la volonté de monter une boîte dans l'énergie, ce genre de choses. Et je sais pas par quel moyen, mais je crois qu'il y a quelqu'un de la cantine numérique qui dit tu veux parler à Maxime, il a un côté un peu start-up et puis il aime bien l'énergie. Et on s'est retrouvé à discuter pendant 4 heures le long de la Loire, là. Et c'était trop cool, tu vois. Et puis maintenant, on se voit de temps en temps. Et il a monté une très très belle boîte, pour le coup. Très bien. Et bon, on l'invitera dans le podcast. Ouais. Le podcast est fini. Dernière question. Où est-ce qu'on peut te suivre sur LinkedIn? Est-ce que il y a d'autres réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre? Sur LinkedIn. Moi, en perso, je suis pur LinkedIn. Je suis absolument pas sur les autres réseaux. Enercool, on est présent un peu partout, de TikTok jusqu'à LinkedIn, en passant par Insta. YouTube, on publie de plus en plus sur YouTube. Trop bien. On a bientôt un podcast. C'est ce que j'allais dire. J'hésitais à le dire. Je savais pas si c'était secret. On peut le dire. Donc ça sera présent sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Est-ce que tu as déjà le nom comme ça? Non, j'en sais rien encore. On ne sait pas encore comment l'appeler. On tapera podcast Enercool alors sur mais ça sera sur la chaîne Enercool, j'imagine. J'en sais rien. On n'a pas encore la stratégie exacte de... Tu vois, comme d'hab, on va d'abord faire les interviews, on va voir ce que ça donne et puis après on trouvera des noms et des trucs comme ça. Ça marche, t'as raison. Voilà. Merci beaucoup Maxime. Merci à toi Simon, à bientôt. c'était cool. Ciao. Salut.